C'était le rêve d'un homme d'affaires niemois, enrichi par le commerce du drap et l'activité de banquier. Acquérir un domaine seigneurial et ainsi réaliser le projet de tout bourgeois, accéder à la noblesse. Et il ne manque pas, dans le Languedoc de la fin du XVIIe siècle, les châteaux à vendre par d'anciennes familles nobles appauvries. Bâtisses sans grâce, abandonnées, souvenirs des temps féodaux. Jacques Boisson achète le vaste domaine de Caveyrac. Des terres où l'on cultive le blé, des moulins et d'anciennes fondations sur lesquelles il veut édifier un château à son idée. Avec une toiture inhabituelle en Languedoc, mais qui marque clairement l'adhésion de ce provincial méridional au goût dit français et sa soumission au roi. Montés comme des écailles, sur 5 pavillons coniques, les tuiles vernissées joueront avec le soleil. Miroirs de couleurs qui donneront au château une ligne reconnaissable de loin. Pour les soutenir, une belle charpente qui nécessite de grandes billes de bois et des compétences qu'il faut faire venir du nord. Aux carrières environnantes, on commande quantité de belles pierres taillées. Elles serviront, sous forme de barres languedociennes, pour les sols des appartements de maître, pour les marches de l'escalier central et pour les arêtes de l'édifice. En prolongement des grands blocs nobles, des pierres bien plus modestes rempliront la façade, mais on les masquera par un enduit peint en fausses pierres, dont on voit aujourd'hui encore de nombreux vestiges. C'est ce premier rêveur du château, Jacques Boisson, qui a choisi ces fenêtres Renaissance, un peu démodées pour l'époque, mais toujours très appréciées en Languedoc. Lui, sans doute, qui a voulu que la façade s'orne d'une population de masques sculptés, qui crache de l'eau les jours de pluie et semble chanter les jours d'été. Comme ce bourgeois gentilhomme protestant n'imagine pas se constituer une collection de peintures, il préfère passer commande à des peintres qui vont décorer à fresque son cabinet de travail, dans la tradition de la Renaissance italienne. Sans doute, pour le couple Boisson, il y a-t-il eu du bonheur ici même, des instants de joyeuse rêverie ou de calme méditation religieuse. Il y a eu vie de château. Un jour, les villageois viennent en délégation prier leur châtelain de les aider à financer la réparation du mécanisme d'horlogerie de la cloche du village. Et voici le drapier niemois, devenu, selon la formule, maître et ordonnateur des travaux et des jours. Quelques mois plus tard, un feu de joie célèbre une lointaine victoire du roi belliqueux vers les frontières du Nord. Et il incombe au seigneur de Caveyrac d'en régler les frais. Dans cette villégiature en Vaunage, on oublie pour un temps les fatigues citadines, mais on néglige, hélas, de tenir à jour ses livres de comptes. Car les dépenses pour le chantier du château ont bien sûr dépassé les prévisions. Et il faut déjà commencer à céder des parcelles du domaine, une à une. Quelques années plus tard, pour la famille Boisson, c'est l'adieu à Caveyrac et au château rêvé. Pour les nouveaux acquéreurs au début, c'est une excellente affaire. Un château racheté pour une somme modique et pour la même raison, le titre de noblesse attaché au lieu.
Mais voilà que le domaine, le château, inspire de nouveaux projets, de nouveaux rêves. Les frères Sartre sont des hommes d'argent, collecteurs d'impôts pour le Languedoc. Le château de Caveyrac sera la vitrine éclatante de leur succès et de la confiance qu'on doit pouvoir placer en eux. Sous ce roi devenu adulte et qui se donne désormais pour le plus grand des monarques de la terre, les goûts et l'idée du confort ont rapidement évolué. Versailles, désormais, est la référence dont il faut s'approcher. Or, les frères Sartre connaissent un architecte qui a déjà travaillé pour la cour en Île-de-France et pour eux à Montpellier. Tout le plan est repris. Le nouveau château sera entouré d'un grand parc, comme en réalise ailleurs en France l'agence dirigée par l'architecte Le Nôtre. Il sera aussi prolongé d'une agréable avant-cour marquée d'un idéal de symétrie, comme à Versailles. L'escalier rampe sur rampe, jugé trop discret, est démoli. Et au-dessus, le pavillon central, déjà abîmé par le Mistral, est démonté. Côté est, une orangerie émerveillera les visiteurs. Côté ouest, au pied du château, un haut mur s'élève pour protéger le jardin d'hiver du vent du nord. Il faudra des bassins et des jeux d'eau, bien sûr. Pour les alimenter, on détourne en partie la source d'Arc, au moyen d'un aqueduc qui remplit un vaste réservoir à l'air libre situé en surplomb du château. Dans la perspective du château, il y aura des fontaines en forme de coquillages, des créatures mythologiques et, à l'extrémité du jardin, un gracieux nymphée. Dans la même perspective, l'allée centrale du jardin mène à l'avant-cour, en traversant le vestibule ovale où sont accueillis les invités. De là, on accède aux appartements de l'étage noble par un grand escalier d'honneur. Pour le créer, on a sacrifié une partie de l'étage des précédents maîtres et obturé les fenêtres qui leur apportaient la clarté du jour. Pour impressionner le regard des visiteurs, une merveilleuse rampe de fer forgé est commandée à un artiste ferronnier. Dans les appartements, des marbriers ont livré de luxueuses cheminées en marbre de Cône, comme on n'en voit que dans les plus beaux châteaux. Certaines abritent des scènes délicieuses, décorées par des sculpteurs renommés. Comme les Sartre veulent recevoir avec faste dans le nouveau château, ils demandent qu'on élargisse la façade est de quelques mètres, afin de concilier appartements privés et grande galerie d'apparat. Pour assurer commodément le service, les deux ailes sont desservies par deux escaliers jusqu'au comble, où résident les domestiques. Le luxe se prolonge à la table des Sartre, où aucun entremets, aucune sucrerie ne manque à l'occasion des fêtes célébrées dans la grande galerie ou dans le jardin. Tant d'aménagements entrepris à la hâte ou au gré des bonnes affaires conduisent à de curieux casse-têtes
quand on se soucie de rétablir une symétrie parfaitement harmonieuse. Le livre de Pierre des Façades est devenu bien difficile à lire. Ici, il faut corriger une pente malvenue. Et là où on avait obturé, jouer des artifices pour donner une illusion d'ouverture. Les Sartres mènent une vie de faste complexe et inquiète. Ils accueillent au château les dragons du roi Tout-Puissant pour les protéger de la colère des camisards protestants. Mais dans les combles, ils autorisent le pasteur à célébrer clandestinement des offices. Chers amis, peut-être payerez-vous de votre vie votre acte de venir ici, en cet instant. Mais souvenez-vous de cette promesse de Jésus. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume... Lequel des aménagements fastueux a été la dépense de trop? Les Sartres ont-ils été ruinés par ces 3 terribles hivers où les paysans morts en grand nombre n'ont pu payer l'impôt? Ou par le coût des opérations guerrières que le roi mène contre l'Espagne? En tant que financiers du Languedoc, les collecteurs d'impôts doivent continuer à alimenter le trésor royal, coûte que coûte, sur leur propre denier s'il le faut. La 3e année de disette leur est fatale, et leur banqueroute la plus colossale jamais connue en Languedoc jusqu'à ce jour. Les créanciers ne tardent pas à se présenter aux portes du château, ruinés eux aussi. Deux générations de châtelains, de faillites. Mais au-delà de leur destin personnel, c'est leur commune passion pour le château de Cavérac que l'histoire retiendra. Dans la salle des mariages, les consentements s'échangent toujours sous le regard étonné des personnages peints chers à Jacques Boisson. La rampe, qui faisait la fierté des frères Sartre, propose toujours, certains matins, son concert d'ombre en noir et blanc. La salle des fresques, véritable petit musée privé, avec le secret de ses figures, à demi effacées. Et la silhouette rassurante qui vous accueille de loin, c'est l'œuvre conjuguée et toujours vivante de tous ces châtelains au service du village. La grande famille des Novi, qui rachète le château, n'entreprend pas d'aménagement notable. Pas plus que la Révolution française, qui préfère le pillage à l'incendie. Quant à l'orage impérial, il a laissé peu de traces au château, hormis l'apparition d'un personnage curieux et anachronique, un cavalier polonais en grand uniforme. Dans les plis de sa casaque, on aperçoit toujours un ancien visage, peint 1 siècle et demi plus tôt. Les propriétaires se succèdent. Le château rentre peu à peu dans l'ombre de l'histoire du Languedoc. Vient alors le temps des locataires et de la division en parcelles et en appartements, comme un immeuble d'habitation ordinaire. De nombreuses familles du village ont gardé longtemps le souvenir de leur résidence au château pendant plusieurs générations.
Comme il faut bien desservir étages et appartements dans ce nouveau découpage, on ajoute des escaliers. On agrandit les parcelles au sol par des constructions utilitaires qui brouillent un peu plus la lecture du plan initial. Le jardin, abandonné, est lui aussi vendu par lot. L'aqueduc est éventré, encore visible par endroits. Et du gracieux nymphée ne subsiste aujourd'hui qu'un émouvant fragment de coquillage, un pan de mur consolidé. La nouvelle châtelaine, la République, malmène le château à son tour. En 1860, elle décide une chose impensable pour nos yeux contemporains. Le passage de la nouvelle route départementale au beau milieu du vestibule du château des Sartres. Chaque jour, depuis plus d'un siècle, l'ovale élégant de la pièce, les décorations florales de la voûte ont vu passer des centaines de charrettes, puis, de nos jours, des milliers d'automobiles, d'autocars et d'engins de toutes sortes. Les dernières décennies ont ajouté à la confusion. Dans l'aile est, les appartements et l'ancienne grande galerie abritent désormais un étrange labyrinthe administratif, où émerge ci et là une merveilleuse cheminée de marbre, une fenêtre Renaissance. Les actuels bureaux de la mairie. « 2010-2011. En l'espace de quelques mois, le monument voit défiler des personnages nouveaux, de compétences très variées, et qui le scrutent de près. Certains d'entre eux viennent équipés d'étranges instruments. Le château de Caveyrac serait-il en train de revenir dans l'histoire ? Dans l'histoire de l'architecture en premier lieu. Dans les combles, un conservateur du patrimoine s'intéresse aux vestiges de la Grande Galerie, époque Sartre. Un architecte du patrimoine établit un bilan sanitaire du monument suite à la chute inquiétante d'une pierre de la façade. Tout autour de l'édifice, les archéologues numériques du Centre national de la recherche scientifique opèrent un relevé complet des informations volumétriques. Pour que la future maquette numérique prenne en compte l'intégralité des bâtiments, il faut pouvoir s'élever jusque là où ne porte pas le regard du passant. Des nuages de points relevés par le scanner 3D, surgit en laboratoire le fantôme numérique de l'édifice actuel. Premier stade, avant la modélisation des états passés du monument. Le château est là, dans ce brouillard numérique, avec tous ses mystères et ses contradictions héritées des épisodes d'aménagement successifs. C'est une révélation visuelle. Le moindre détail de la place du château actuel, si familier aux yeux des passants, apparaît transfiguré et comme réhabité d'histoire. Les états passés de l'architecture au moment de la gloire du château revivent d'abord sur l'écran des chercheurs et des architectes du patrimoine. Un monument phare de l'histoire languedocienne est en train de sortir de l'oubli, ainsi que des périls qui le menacent. Un jour, dans 10 ans, 20 ans peut-être, pourrons-nous, passants, artistes, historiens, touristes, déambuler dans des espaces protégés et valorisés, et profiter de tous les agréments du château retrouvé.